Une ONG américaine opérant au Libéria a présenté ses excuses pour les viols incessants de jeunes filles dans une école qu'elle dirigeait où celles-ci étaient censées échapper à une vie d'exploitation sexuelle justement. Des filles étaient abusées par le cofondateur de l'ONG, Macintosh Johnson, au sein de cette école implantée dans un bidonville de la capitale libériane, Monrovia. Il est mort du sida en 2016 et il est à craindre qu'il ait infecté ses victimes, parfois âgées de seulement 10 ans. Il n'y a pas de place pour le viol dans ce pays. Nous savons que l'auteur de l'acte en question est décédé, mais les enfants ont été traumatisés toute leur vie. Et le gouvernement doit prendre cette affaire en main et donner de l'espoir à ces enfants, car ils sont maintenant en détresse. Dénoncé par des filles, Johnson avait été arrêté. Son procès en 2015 fut suspendu en raison de suspicion de pot de vin. Il devait être rejugé, mais est décédé avant son procès en 2016. Mesdames et messieurs, distingués invités. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, s'est rendu sur le futur site de l'Académie internationale contre le terrorisme qui doit voir le jour en 2019 dans la station balnéaire de Jacquesville, à 50 km d'Abidjan. Le projet ayant pris du retard, M. Le Drian et le ministre ivoirien de la Défense, Ahmed Bakayoko, ont tenu à réaffirmer leur engagement en faveur de l'école, un symbole fort selon eux contre toutes les formes de terrorisme. C'est justement contre le terrorisme que nous avons décidé de lutter ensemble. Et c'est pour affirmer notre détermination à mener ce combat côte à côte que nous sommes réunis ici pour le lancement du projet d'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. L'académie comprendra une école à vocation régionale, un centre d'entraînement pour les unités d'intervention, avec notamment un champ de tir, ainsi qu'un centre de prospective et d'analyse de la menace terroriste. Monsieur Le Drian, qui s'est rendu dans l'après-midi à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, doit ensuite rejoindre Ouagadougou, où la sécurité sera aussi au cœur des discussions. Pour la deuxième fois en un mois, des intempéries meurtrières ont frappé la Tunisie, où au moins 5 personnes ont été tuées dans les inondations qui touchent de nombreuses régions du pays et la capitale Tunis. Dans certaines régions, l'eau est parfois montée à près de 2 mètres pendant la nuit, dévastant maisons et échoppes. Entre mercredi et ce matin, il a plu 98 mm sur Mhamdia et 110 mm sur la capitale Tunis. Ces crues interviennent moins d'un mois après des pluies torrentielles qui avaient fait au moins 5 morts au Gabon, dans le nord-est du pays. Les forces de sécurité comoriennes ont intensifié leurs opérations afin de neutraliser les adversaires au régime du président Assoumani dans le centre de la capitale, d'Anjouan, théâtre d'explosions et de tirs depuis le début de la semaine. D'importants renforts ont été envoyés à Moutsamoudou, où des rebelles affrontent les forces régulières comoriennes. Après 4 jours de ces affrontements meurtriers survenus en raison de vives tensions provoquées par la volonté du chef de l'État de prolonger son mandat de 11 ans, la crise se concentrait dans la Médina. Ce fief des opposants était encerclé par les forces de sécurité. Ailleurs dans la ville, où un couvre-feu nocturne est en vigueur, la situation semblait être redevenue normale, même si les habitants souffrent de pénurie. Les partis d'opposition qui accusent le président de se comporter en dictateur de république bananière renvoient la responsabilité de la situation au gouvernement. Chaque semaine, des dizaines de Syriens se massent dans ce stade près de Beyrouth, comme Naam et ses enfants. Après plusieurs années réfugiés au Liban à cause de la guerre qui ravage la Syrie voisine, ils ont décidé de rentrer chez eux. On est content et hésitant à la fois. Là-bas, les prix sont élevés, il n'y a pas de travail, la vie est difficile aussi. Mais Dieu merci, dans notre région, c'est calme. Notre maison tient encore debout, nos proches vivent là-bas, sur notre terre, avec nos bêtes. Ça ira bien, Dieu merci. Comment tu t'appelles? Naamé? C'est bon, tu peux monter, doucement, un par un. Naamé rentre seul vers la province de Hama. Son mari restera au Liban encore quelques mois. Un au revoir difficile vers un pays qu'ils ont quitté il y a presque 6 ans. Depuis plusieurs mois, les autorités libanaises et syriennes se coordonnent pour organiser des retours volontaires et gratuits vers la Syrie. Près de 6000 personnes sont ainsi rentrées en 2018. Rawad et sa famille repartent vers la Routa orientale près de Damas,
reprise au début de l'année par l'armée syrienne. Qu'est-ce que je peux dire? Que de sentiments. Je vais revoir ma maison, je vais revoir mes champs. Honnêtement, ce sont des sentiments indescriptibles. Dans ses sacs, Rawad a mis tout ce qu'il possède. Et il faut se battre un peu pour être certain de tout emporter. Ce jour-là, près de 150 réfugiés monteront dans ses bus, mais Rawad laisse derrière lui ses 3 frères. On le retrouve quelques semaines plus tard dans la maison familiale auprès de son père qui attend impatiemment le retour de tous ses enfants. J'étais déprimé que mes enfants aient quitté le pays. Je pleurais quand on parlait au téléphone. Dieu merci, 2 sont déjà rentrés. J'espère que les autres vont suivre. Quand mes enfants seront près de moi, je serai le plus heureux du monde. Je n'ai besoin de rien d'autre. Ce couturier de profession cherche maintenant un travail. Son ancien atelier a été pillé. La cherté de la vie libanaise et les victoires du régime syrien l'ont poussé à rentrer chez lui. Mais ses retours restent encore très limités comparés aux 5 millions de Syriens qui ont quitté leur pays à cause de la guerre, dont plus d'1 million vers le Liban. Beaucoup ont fui la destruction et rien ne les attend en Syrie. Les ONG Amnesty International, Human Rights Watch, Comité pour la protection des journalistes et Reporters sans frontières ont réclamé aujourd'hui l'ouverture d'une enquête de l'ONU sur la disparition du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Pour que ça fonctionne, il faut que la Turquie veuille que la vérité soit faite. Et le gouvernement turc a dit que c'était le cas. Ils assurent qu'ils ont une vraie enquête criminelle en cours et qu'elle correspond aux critères internationaux. Cet appel est un moyen de s'en assurer. Nous parlons à tous ceux qui doivent être impliqués, mais il faut que ça commence par la Turquie. L'enquête devrait permettre de déterminer les circonstances de la disparition du journaliste saoudien et de son possible meurtre. Son objectif devrait être d'identifier quiconque sera responsable d'avoir ordonné, planifié et exécuté une opération liée à cette affaire, c'est ce qu'estiment ces ONG. Dans cette affaire, les États-Unis, soutien de première heure de l'Arabie saoudite, ont promis par la voix du président Donald Trump que le royaume de Riyad devra payer le prix fort s'il est établi que le royaume est bien derrière la mort du journaliste. Du côté de Moscou, le président Poutine a affirmé que les États-Unis avaient une certaine responsabilité dans la disparition du journaliste saoudien. Pour autant que je sache, le journaliste qui a disparu vivait aux États-Unis. Il ne vivait pas en Russie. Dans ce sens, bien sûr, les États-Unis ont une certaine responsabilité dans ce qui lui est arrivé. Depuis quelques jours, de plus en plus de ministres et responsables des milieux économiques annulent leur participation à un sommet économique saoudien à Riyad qui doit se tenir la semaine prochaine, exprimant ainsi leur inquiétude quant à la disparition du journaliste. Ils affrontent les eaux glacées et infestées de requins de la région du Cap en Afrique du Sud. Leur butin, des ormeaux, un crustacé menacé et très prisé en Asie. Ce fruit de mer est au cœur d'une contrebande qui pèse des millions d'euros entre les 2 continents. Et la bataille que se livrent forces de l'ordre et braconniers a pris une ampleur nouvelle. C'est une menace pour moi. Ils nous tirent dessus maintenant. Mais je n'ai pas le choix, c'est ma vie. J'ai perdu un cousin malheureusement, mais je ne peux pas m'arrêter. J'ai des enfants à nourrir. Le cousin de Bruce a disparu en mer. Seul son bateau a été retrouvé, marqué d'impacts de balles. La communauté des pêcheurs de Hangberg est en colère et accuse les gardes-côtes. Une enquête a été ouverte, mais les autorités soutiennent l'usage de la force dans certaines conditions. Si je peux justifier le niveau de force auquel j'ai recours, alors ça devient légal. Si ma vie est menacée, s'ils essaient par exemple d'éperonner mon bateau, alors je suis autorisé à recourir à la force létale. Fort taux de chômage, manque de perspective, le braconnage apparaît à certains pêcheurs comme la seule option lucrative. Ils vendent leur prise moins de 20 € le kilo à des gangs locaux qui traitent à leur tour et souvent illégalement avec des acheteurs asiatiques. En route, les prix s'envolent.
À Hong Kong, plaque tournante de la consommation du crustacé, les ormeaux sont vendus au moins 350 € le kilo, mais les prix peuvent être multipliés par 10 ou plus. Une véritable fièvre de l'ormeau qui pourrait coûter cher. Si nous n'arrivons pas à empêcher le braconnage, alors, à terme, on en sera à un point où les ormeaux et les langoustes seront tellement touchés que ces gens n'auront plus de travail. Un risque bien réel pour les braconniers autant que pour leur butin. Selon l'ONG Trafic, plus de 9 millions d'ormeaux ont été braconnés en 2016, le chiffre le plus haut des 20 dernières années.